Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions, vous m'en avez posé plusieurs sur Instagram il y a quelques temps maintenant, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler, de répondre à ces questions-là, pour mettre au clair certaines choses, surtout autour des réseaux sociaux littéraires, autour de la gestion des services de presse, de mon travail, etc. Et je pense que ça peut être très intéressant d'en parler. Bien sûr, si après cette vidéo vous avez encore des questions sur certains sujets, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si jamais il y a de quoi détailler un peu plus cette réponse pour en faire une vidéo, eh bien je vous ferai peut-être une autre vidéo FAQ. Comment tu vas? Écoutez, ça va. Pour le moment, je vais bien, j'ai l'impression d'être très épanouie sur ce que je fais de manière professionnelle. Peut-être un petit peu moins sur le plan personnel, dans le sens où je libère pas assez de temps pour le perso et du coup j'ai un petit peu de mal à jongler entre tout, mais c'est un équilibre à trouver et franchement pour le moment ça va super bien. J'ai l'avantage aussi de tellement aimer mon métier que du coup forcément je me rends pas trop compte que je travaille, et ça c'est un petit peu négatif dans le sens où des fois je travaille un peu trop, du coup j'ai tendance à être fatiguée. Mais écoutez, globalement ça va et je suis super contente pour ça. Et justement, puisque j'ai un peu mentionné le côté pro, eh bien on m'a demandé quel est ton métier. Peut-être que je vous en parle pas assez, que ce n'est pas assez clair dans la tête de tout le monde, et en fait c'est fort probable que ce soit le cas, mais du coup aujourd'hui je suis créatrice de contenu littéraire et je tiens également ma boutique en ligne de bougies et de papeterie artisanale. Mais voilà mon activité professionnelle. Il y a ce que je fais sur les réseaux sociaux littéraires, du coup YouTube, Instagram et TikTok, tout ce que je vous partage autour de mes lectures qui peut m'apporter des sources de revenus, que ce soit via des codes d'affiliation, comme souvent je vous parle de Nextory, BookBeat, Audible ou même de Notebook Therapy par exemple. Ça peut être aussi des collaborations rémunérées où je suis payée pour produire un contenu. Ça j'en ai eu très peu cette année, mais j'en ai eu quelques-unes. Et il y a aussi les revenus publicitaires sur YouTube qui m'apportent un petit plus. Et tout ça bien évidemment cumulé à ma boutique en ligne sur laquelle je propose des bougies et de la papeterie artisanale. Je fais tout moi-même. Alors parfois avec l'aide de mon mari pour certaines illustrations. Tout ça c'est aussi une grosse part de mon travail, ça me prend énormément de temps surtout. Et il y a aussi mon Patreon qui lui regroupe tout ça en faisant le lien entre la lecture, la création de contenu et du coup la papeterie que je propose sur ma boutique, avec du coup des produits exclusifs pour mes Patreons. Et ça amène du coup, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, à la question suivante: est-ce que tu vis de ton entreprise? Oui, parce qu'en fait c'était quand même assez clair dans la tête de certaines personnes. Et bien aujourd'hui, à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, j'ai envie de dire que j'en vis presque. C'est un peu difficile de considérer à partir de quel moment on en vit réellement. En fait, pour moi, considérer que je vis d'un métier quel qu'il soit, ce serait de gagner au moins un SMIC. Plus, c'est mieux, mais au moins un SMIC, ce serait l'idéal. Aujourd'hui, pour être hyper transparente avec vous, je touche en moyenne 1000 € par mois. Ça veut dire que c'est une moyenne, donc il y a des mois où j'ai plus et des mois où j'ai moins. Donc c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Autant dire que certains mois sont un peu plus durs que d'autres, forcément. J'ai quand même de la chance d'habiter dans une région où c'est pas très cher, d'avoir un logement qui me revient pas trop cher à payer, de vivre avec mon mari aussi, du coup on est deux à avoir des revenus, on est deux à gérer les dépenses aussi du quotidien. Donc pour ça, forcément ça réduit un peu les dépenses et c'est vraiment chouette. J'ai aussi une chance énorme de recevoir des services de presse, parce que mine de rien, même si ce sont des outils de travail, c'est toujours ça que je n'achète pas pour pouvoir vous parler de livres et pour pouvoir aussi les lire tout simplement et vivre ma passion de la lecture, parce que mine de rien, si je devais acheter tous les livres que je reçois, je ne pourrais jamais le faire. Tout ça c'est des choses qui font que c'est plus facile de vivre de mon activité avec les revenus que j'ai. En plus de ça, je touche un peu de chômage puisque j'ai eu une activité salariée l'année dernière et du coup j'ai ouvert des droits sur cette activité là. C'est pas grand chose, on est sur 300 € par mois, mais c'est ce petit complément qui me permet d'avoir en moyenne un SMIC chaque mois. Et je donne aussi des cours particuliers à côté qui eux sont un petit complément, surtout pour les mois un peu plus difficiles où j'ai moins de revenus avec mon entreprise. Ça me permet de contrebalancer les choses et d'avoir des revenus corrects tout simplement. À l'heure actuelle j'arrive à en vivre, mais si on regarde le temps que je passe à travailler, c'est clairement pas le métier le plus rentable du monde, puisque je travaille en moyenne 50 heures par semaine. C'est peut-être aussi parce que j'ai arrêté de compter à un moment donné et que je me dis bon, voilà, mais j'ai rarement de jours complètement off. Il y a toujours des choses à faire. J'essaye de faire un peu moins souvent le week-end, mais mes journées en semaine font généralement 10-11 heures facilement. Donc voilà, autant dire que par rapport au temps que je passe à travailler, mes revenus sont loin d'être exorbitants. Voilà où j'en suis actuellement, mais mine de rien, même si je vous dis tout ça et que j'ai l'air de me plaindre en quelque sorte, parce que voilà, vous comprenez aussi que c'est un peu compliqué sur certains points, eh bien j'en suis hyper reconnaissante et clairement je n'aurais jamais envisagé il y a un an de pouvoir avoir tout ça
alors plus qu'un an non mais encore moins, vraiment il y a un petit peu plus d'un an, l'été 2022, je me suis dit il est temps que je me lance vraiment à fond et que je développe mon entreprise, mais en ayant d'autres sources de revenus à côté, en particulier un travail salarié, et ce qui m'a permis en fait de continuer à développer tout ça. J'avais aussi une assurance de chômage beaucoup plus élevée et du coup forcément c'était bien plus facile en fait de me donner cette chance. Clairement je n'aurais jamais envisagé que là, un an après, je puisse avoir de tels revenus avec mon entreprise. J'ai même encore du mal à concevoir que c'est réel, mais en même temps ça l'est, et franchement j'ai toujours un petit peu de mal à dire que c'est mon travail, alors pas que j'en suis pas fière ou autre, c'est juste que aux yeux des gens c'est... Pour beaucoup, ça n'est pas un travail et c'est un loisir, et ça a été pendant très longtemps ce que je ressentais aussi, puisque forcément j'ai commencé ça par passion, sans penser que je pouvais en avoir des revenus. En réalité c'est un vrai métier et clairement je suis extrêmement reconnaissante de tout ce que j'ai aujourd'hui. J'espère que ça va durer encore longtemps, parce que si vous avez un peu suivi mes péripéties, j'ai pendant longtemps tenté les concours de l'enseignement que j'ai eu l'été dernier, mais franchement plus ça va et plus tout ce que j'entends de l'éducation nationale, plus l'expérience que j'ai pu avoir, moins j'ai envie d'y mettre les pieds. Mais écoutez, ça fait partie aussi des choses de la vie et c'est un peu ma roue de secours. Du coup cette année je vais aussi passer l'agrégation de chimie. Écoutez, c'était la condition pour que j'ai mon report de stage, et si en septembre 2024 j'ai besoin de plus de revenus et que je n'arrive pas à avoir des revenus suffisamment décents de ce que je fais, et bien tout simplement je pourrais aussi retourner dans l'éducation nationale, ou en tout cas y aller cette fois-ci en faisant valoir le concours que j'ai obtenu l'année dernière. Clairement c'est pas mon objectif à l'heure actuelle. Je suis tellement épanouie professionnellement dans ce que je fais que j'aimerais juste que ça continue comme ça, et potentiellement pas forcément avoir plus de revenus, mais surtout pouvoir mieux gérer mon temps et peut-être travailler moins, parce que ce serait bien à un moment donné pour ma santé mentale aussi. Et on me demande donc qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux sociaux littéraires, et franchement trop bonne question, hyper liée avec tout ce que je vous dis, puisque je vous dis tout ça et vous êtes en train de vous dire ah oui bah super, c'est devenu son métier, elle le fait juste parce que c'est son métier, et absolument pas. Je me suis lancée sur les réseaux littéraires pour partager mes lectures. J'ai commencé ma chaîne YouTube en 2013, j'ai aussi fait un blog à ce moment-là que j'ai supprimé depuis, et cette chaîne Booktube je l'ai faite, et cette chaîne YouTube si je l'ai créée c'était avant tout pour montrer que même à 19 ans c'était totalement acceptable et totalement normal de pouvoir aimer le young adulte et d'apprécier ce genre-là et d'avoir envie d'en lire, et qu'il n'y avait pas de honte à avoir ou quoi que ce soit, puisque c'est un genre qui est généralement recommandé à partir de 12 ans. En fonction des livres ça dépend, puisque certains c'est à partir de 14, 16 ou plus. Franchement je suis trop contente d'avoir commencé cette chaîne Booktube pour cette raison-là. C'était aussi pour partager mon amour des livres, mes lectures, en découvrir d'autres, créer des liens avec d'autres lecteurs, parce que je n'avais pas tout ça dans mon entourage, mais vraiment pouvoir montrer un peu à tout le monde que c'est totalement normal de lire du young adulte. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins nécessaire, je pense, à mes yeux, d'avoir cette volonté-là, dans le sens où le young adulte est quand même prédominant sur la sphère littéraire, et forcément montrer que lire du young adulte c'est totalement normal, et si vous aimez ça, qu'importe l'âge que vous avez, vous pouvez le faire, c'est pas une sous-lecture ou quoi que ce soit. Ça me semble un petit peu moins nécessaire aujourd'hui, parce que le young adulte est extrêmement prédominant sur les réseaux sociaux, et en même temps eh bien j'aime toujours autant partager mes lectures et montrer que finalement on peut aimer plein de genres différents, on peut aimer lire plein de choses, et partager toujours avec sincérité, honnêteté, mais aussi de la bienveillance, en mesurant mes propos, parce que je suis pas non plus là pour descendre les auteurs dont je lis les livres, mais juste être honnête et sincère avec vous pour partager mon avis tel que je l'ai ressenti, que j'ai aimé ou non d'ailleurs. Et franchement je suis trop contente de pouvoir faire ça aujourd'hui. Ça m'a permis de créer plein de liens aussi, et chaque jour en fait vous me le rendez à 1000%, j'ai l'impression de jamais être à la hauteur de tout ce que vous m'apportez. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Vous me demandez aussi si ce n'est pas trop dur de gérer le rythme entre les vidéos, les différents réseaux sociaux, ma boutique, etc. Eh bien écoutez, avec ce que je vous ai dit juste avant, le fait que je travaille en moyenne 50 heures par semaine, je pense que ça vous montre à quel point c'est compliqué de tout gérer et d'être sur tous les fronts. Je pense que c'est très compliqué de gérer plusieurs réseaux sociaux. Honnêtement, j'adore YouTube, mais ça prend un temps fou, et en même temps j'adore ça, et c'est un peu ma plateforme de cœur, c'est la plateforme sur laquelle j'ai l'impression qu'on a pas forcément le plus d'échanges, dans le sens où c'est pas forcément la plateforme sur laquelle vous allez le plus commenter, mais à mes yeux c'est la plateforme sur laquelle je vous partage le plus de choses, et où en fait je suis complètement ouverte avec vous en vidéo. J'ai beau faire pas mal de montage et de cuts, mes vidéos ne sont jamais préparées à l'avance, c'est-à-dire que c'est tout le temps de l'impro face à la caméra. Là cette vidéo j'ai juste noté les questions, j'ai même pas réfléchi à mes réponses, je vous parle sincèrement comme si vous me posiez la question directement en face de moi, et je vous répondais voilà tout simplement comme si on avait une conversation
conversation et pour moi c'est super important. Du coup YouTube ça prend un temps fou, faut savoir que pour chaque vidéo que vous allez regarder, il y a plusieurs heures de travail derrière. En général, alors ça dépend de la durée de la vidéo et du format qui est proposé, mais je passe généralement une bonne heure à filmer la vidéo, entre le temps de tout installer, le temps de filmer, etc. Et en général on peut compter au moins 3 heures derrière de traitement de vidéo, de montage, etc. Plus l'export, la mise en ligne, les miniatures. Bref, je pense que pour chaque vidéo que vous regardez sur la chaîne, il y a au moins 5 heures de travail minimum, mais certaines m'ont pris vraiment plusieurs jours de travail. Et quand je fais des vlogs sur la durée, je filme pas forcément toute la journée, mais il faut que je pense à plusieurs reprises à filmer et ça aussi c'est une petite contrainte. Alors oui, YouTube ça prend un temps fou et je comprends que tout le monde ne soit pas présent sur cette plateforme parce que c'est, je pense, l'une des plus chronophages. Ensuite, Instagram c'est assez facile à gérer dans le sens où généralement je vais faire mes photos longtemps en avance et quand je fais des stories, bah soit je prends plusieurs photos d'un coup parce que je sais que je vais vous parler de ces choses là plus tard dans la journée ou le lendemain, soit tout simplement en fait je les fais de manière hyper spontanée sur le moment lorsque je veux vous en parler en story tout simplement. Je me mets pas du tout de pression ou quoi que ce soit, de rythme de publication sur Insta. D'ailleurs au moment où je vous filme cette vidéo, ça fait 2 semaines que je n'ai absolument rien posté sur Instagram parce que je n'arrive pas à tout faire et ce n'est pas une priorité à mes yeux. TikTok c'est assez compliqué dans le sens où j'ai beaucoup de mal à trouver un rythme idéal. J'ai commencé TikTok en février ou mars 2023, donc c'est hyper récent au regard des 2 autres plateformes puisque YouTube je l'avais commencé en 2013. J'ai arrêté pendant un temps et je l'ai repris en novembre 2020 et j'ai créé mon compte Instagram en novembre 2020 aussi, donc j'ai quand même 3 ans d'expérience sur ces réseaux là, enfin si on compte juste ce qui est récent, qui m'a permis de trouver un rythme pour ces réseaux là, mais forcément pour TikTok qui s'est rajouté plus récemment c'est un peu plus compliqué. J'ai tendance à filmer plusieurs TikTok d'avance, à les monter en avance et ensuite à les programmer via TikTok en ligne, enfin TikTok sur moteur de recherche en fait parce qu'on peut pas le faire depuis l'application. Ça me permet d'être assez régulière pendant un temps. En tout cas, je suis assez fière parce que ça fait 3 semaines que je poste au moins un TikTok chaque jour et franchement trop contente pour ça et ça m'a permis de booster un peu mon compte, ce qui n'est pas plus mal puisque c'est une plateforme sur laquelle j'ai un peu de mal à créer une communauté, à fédérer des gens autour de ce que je fais. Je sais pas si c'est lié à la plateforme ou si c'est vraiment lié à ce que je fais qui sort un peu des codes de TikTok puisque je prends pas trop des trends ou autres. Mais du coup, en plus de ça, il y a la boutique en ligne et forcément la boutique en ligne ça prend un temps fou. Alors bien sûr, tout ça c'est des choses que je gère moi-même, je choisis qu'est-ce que je vais mettre dans une collection, à quel point je vais développer le nombre de produits que je vais proposer, je choisis aussi à quelle fréquence je propose des nouvelles collections et tout ça. En fait c'est long parce que j'ai envie de donner mon maximum mais je choisis ce que je fais et c'est comme pour une vidéo YouTube où je peux très bien me dire je vais faire une vidéo YouTube qui va me prendre 10 heures de travail comme je pourrais vous sortir une vidéo YouTube qui m'en prendrait à peine 2. Ça dépend en fait de ce que je fais et de ce que je choisis de produire. Et en plus de la boutique il y a aussi mon Patreon qui va me demander beaucoup de temps, puis il y a aussi le Discord qui demande de gérer pas mal de choses puisqu'en plus j'organise souvent des lectures communes. Bref, il y a plein de choses et tout ça s'agence comme ça et en fait finalement eh bien c'est juste une question de priorité et comme il y a pas mal de choses que je fais qui ne sont pas rémunératrices en termes de création de contenu, eh bien c'est un peu les choses sur lesquelles je peux lâcher du lest lorsque je suis trop occupée pour d'autres choses et juste trouver un équilibre en fonction et surtout je pense que tout ça c'est très personnel et c'est accepté aussi parfois de ne pas pouvoir tout faire tout simplement. J'ai la chance aujourd'hui de ne pas avoir trop de collaborations rémunérées. Alors c'est une chance et en même temps ça n'en est pas une puisque c'est une source de revenus en moins, mais comme j'en ai pas beaucoup, et bien j'ai pas cette pression là de devoir créer un contenu à une date fixe, de devoir le faire relire etc. Ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas souvent et du coup mine de rien ça enlève un poids parce que je sais que les limites et les deadlines que je me fixe en fait je suis la seule à me les fixer. Là par exemple la collection de Noël en fait vous le savez pas mais elle est sortie 10 jours après la date que j'avais officiellement prévue, mais c'est pas grave parce que en soi elle est sortie, elle est prête, elle me correspond à 100% et 10 jours avant je n'aurais jamais proposé tout ce que j'ai proposé et c'était pas à la hauteur de ce que je voulais faire. Écoutez, ça c'est juste mon problème et il y a que moi en fait qui sait quand est-ce que je voulais sortir les choses et que finalement que j'ai pas atteint mes objectifs de base. Franchement la question du rythme en fait elle est assez propre à chacun parce que pour quelques plateformes que ce soit, pour quoi qu'on fasse quand on est à son compte, finalement c'est nous qui décidons en fait.
Le problème, c'est que j'ai tendance à être un peu du genre tout ou rien et à vouloir tout faire, du genre publier tous les jours sur Instagram, ou sinon j'ai pas la foi de publier si c'est pour publier 2 fois dans la semaine, ce qui est complètement bête et absurde. Ce serait beaucoup plus intéressant pour moi de publier 2 ou 3 fois dans la semaine que de ne rien publier du tout. Mais ce qui est aussi compliqué en termes de rythme, c'est de devoir faire avec la météo, parce que clairement là il est 17h et vu qu'on approche de l'hiver, j'ai beau avoir mis un éclairage artificiel à côté de moi, la lumière est clairement pas terrible et du coup en fait la qualité de la vidéo en est vraiment dégradée. Sauf que je n'ai pas le choix, si je veux pouvoir avancer dans ce que j'ai prévu de faire, je suis obligée de filmer maintenant et du coup ça c'est hyper frustrant en termes de rythme, de savoir à quel moment faire quoi et aussi de trouver l'énergie pour, parce que filmer une vidéo quand on a la flemme ça se ressent et c'est trop dommage parce que c'est normal et c'est totalement humain de pas toujours être enjoué et d'avoir envie de faire les choses, mais du coup c'est trouver cet équilibre. Moi j'ai décidé de ne jamais me forcer à faire quoi que ce soit et c'est génial et pour le coup c'est ce qui fait que j'aime autant mon métier, mais forcément ça implique derrière que des fois la qualité n'est pas au rendez-vous et il faut juste l'accepter aussi. Côté rythme, vous m'avez posé aussi plusieurs questions par rapport aux services de presse, du coup je vais y répondre avec grand plaisir bien sûr. Comment je gère mes services de presse? Est-ce qu'il y a des dates limites? Est-ce que ce n'est pas trop difficile de recevoir beaucoup de livres chaque mois? Alors oui, je reçois beaucoup de livres chaque mois, vous le voyez de toute façon dans mes unboxings ou mes book hauls, vraiment c'est même indécent certains mois et je me rends compte à quel point j'en reçois énormément et ça peut peut-être aussi vous donner envie parfois alors que en fait c'est totalement pas normal de recevoir autant de choses. Soyons honnêtes, de recevoir plus de livres que je ne lis, c'est complètement indécent. Comment je les gère? Déjà, je n'accepte pas tout. En général, les propositions viennent des maisons d'édition elles-mêmes. Pour certaines, je suis dans ce qu'on appelle leur partenaire à l'année. Alors attention, il y a 2 choses de différents, hein. Partenaire de service de presse, partenaire pour des collaborations rémunérées, c'est pas la même chose. Ce qu'on entend par partenariat de service de presse, c'est juste d'être dans une liste dans laquelle on peut recevoir en fait le catalogue en avance, choisir dans ce catalogue les titres qui nous font envie, selon certaines contraintes bien sûr. Certaines maisons d'édition n'acceptent pas d'envoyer tous les titres du catalogue comme ça. Vous avez le droit de choisir 3, 4 livres ou autres par mois, et d'autres vont tout simplement nous dire vous choisissez à volonté. Et une fois que je reçois cette liste, bien je prends connaissance des résumés, je prends connaissance de qui sont les auteurs, est-ce que j'ai déjà lu ce qu'ils ont écrit, est-ce que ça pourrait potentiellement me plaire, etc. Et je sélectionne un petit nombre de livres qui peuvent me plaire. Faut savoir que je reçois des listes de nombreuses maisons d'édition et en plus de ça, parfois je suis contactée par des maisons d'édition ou des auteurs indépendants pour un titre en particulier qui soit peut me plaire, soit pas. Donc si le livre ne me plaît pas, je passe à côté tout simplement. Par contre si le livre me plaît, dans ce cas-là c'est à moi de choisir si je le demande ou pas et en fonction de si je serai prête ou pas à l'acheter. Enfin, en fait j'essaye de me poser énormément de questions à ce moment-là parce que je sais que je reçois beaucoup de livres et il faut bien limiter aussi les livres que je vais recevoir et ça peut pas être juste il pourrait potentiellement me plaire. C'est vraiment est-ce que j'ai vraiment envie de le lire et est-ce qu'il me plairait vraiment? Et du coup c'est vraiment les questions que je vais me poser, ce qui fait que je sélectionne que quelques livres sur tous ceux que l'on me propose, même si ça paraît un nombre énorme à la fin, surtout en cette période de rentrée littéraire où j'ai reçu énormément de livres, un truc de fou. Maintenant, est-ce qu'il y a des dates limites? Écoutez, oui et non. Certaines maisons d'édition imposent des dates limites, d'autres pas du tout. Pour certaines maisons d'édition, la date limite c'est de poster sa chronique dans le mois qui suit la publication du roman, d'autres voudraient même que ce soit posté le jour de la publication du roman, sous-entendu ils nous l'envoient en avance du coup, et d'autres disent dans les 2 ou 3 mois suivant la publication du livre. C'est totalement compréhensible parce que le but c'est de mettre en avant le livre autour de sa date de sortie, tant qu'il est disponible en librairie, pour que derrière, on vous donne aussi potentiellement envie de le lire s'il nous a plu, et que vous puissiez aller l'acheter. Soyons honnêtes, c'est du marketing. Sauf que le fait que j'ai professionnalisé mes réseaux sociaux fait que j'ai beaucoup de mal à accepter ces contraintes-là, parce que pour moi, l'une des clauses qui fait que l'on passe d'un service de presse à un éventuel partenariat rémunéré, ce serait de m'imposer un délai ou un format à produire. Et vu que les maisons d'édition qui imposent des délais imposent souvent aussi que le format produit soit un format qui reste dans le temps, comme une vidéo YouTube, Reels ou TikTok ou un post Instagram, mais en tout cas pas une story, pas quelque chose d'éphémère. Je trouve que déjà on commence un peu à imposer un format sans pour autant dire ah oui on vous demande absolument de faire un post avis lecture sur Instagram, même si c'est ce qui est souvent attendu, mine de rien. Moi je considère que si on veut m'envoyer un livre et qu'on veut absolument mon avis
le jour de la parution du roman ou proche de sa date de parution. Et donc la contrainte est telle que si une maison d'édition ou un auteur veut m'imposer cette contrainte-là, pour moi, dans ce cas-là, eh bien on passe sur une prestation rémunérée parce que tout simplement avec tout ce que je reçois, je ne pourrais jamais m'engager à respecter les délais imposés pour chacun pour des livres à 20 €. Clairement, je ne pourrais pas. Ce serait impossible, mais ça ne veut pas dire que parfois je ne lis pas un livre à peine il sort. Il m'arrive parfois même de finir des livres avant même leur date de parution. Maintenant, il y a une différence entre avoir lu le livre et l'avoir fini avant sa date de parution et avoir créé et publié le contenu. Et généralement, il y a un décalage énorme entre le moment où je vais lire un livre et le moment où je vais partager mon avis sur ce livre, sauf pour une story Instagram par exemple qui sera un peu plus spontanée ou éventuellement une vidéo sur TikTok qui me prendra juste quelques minutes à tourner. Du coup, est-ce que c'est embêtant de recevoir autant de livres? Eh bien oui et non. C'est-à-dire que recevoir beaucoup de livres, forcément, c'est les entasser chez soi, c'est avoir une certaine forme de pression pour beaucoup de personnes. Pour mon cas, je me suis vachement détachée et tout ce que je vous ai dit sur le fait que finalement je ne prends pas vraiment en compte les délais qu'on peut imposer et tout ça, ça joue énormément. Mais je pense aussi que le fait d'avoir professionnalisé mes réseaux sociaux me permet d'avoir ce poids dans la balance parce que beaucoup de personnes qui reçoivent des services de presse n'ont pas d'entreprise à côté et ne peuvent pas dire là on atteint la limite où on passe du côté prestation gratuite à une prestation payante. Et pour le coup, quand on ne peut pas imposer cette limite-là, ça doit être très compliqué, je pense, pour gérer en fait ce qui est acceptable ou pas et savoir où est notre propre limite. Maintenant, vous avez compris où sont les miennes. C'est pas forcément les limites de tout le monde, il faut savoir que chacun gère un peu à sa façon. Il n'y a pas vraiment de façon de faire type, mais en tout cas, voilà comment je fais. D'un autre côté, c'est un gros avantage et pour moi, c'est pas embêtant du tout de recevoir des services de presse et d'en recevoir beaucoup parce que déjà, premièrement, je choisis les livres que je reçois dans 90% des cas. Ça m'arrive de temps en temps de recevoir des livres que je n'ai pas demandé, mais la plupart du temps je les choisis et du coup ce sont des livres qui me font envie. Et deuxièmement, même si je ne respecte pas toujours les délais qu'on peut m'imposer, peut vouloir m'imposer, et bien pour le coup j'ai envie de dire c'est des outils de travail et c'est vraiment génial de ne pas avoir à dépenser mon argent pour aller acheter des livres dont je vais parler et faire la publicité ensuite. Pour moi c'est un bon entre-deux, un fonctionnement qui marche très bien et qui permet vraiment de pouvoir vous parler de beaucoup de livres, énormément de livres. On continue ce côté un peu pro avec ce que j'aimerais mettre en place pour l'avenir. Je vous ai dit que j'avais un petit peu de mal à gérer tout ce que je faisais et c'est pour ça que je retarde grandement un projet que j'ai et qui me tient à cœur depuis très longtemps. Il s'agit de lancer un podcast. J'ai récemment acheté un micro pour pouvoir enregistrer le son de mon podcast et écouter. Peut-être que maintenant que j'ai franchi le pas de faire cet achat-là, je pourrais me lancer dedans. C'est pas encore d'actualité. J'ai envie de faire les choses bien et surtout j'ai envie de me sentir prête pour le faire. En fait, je ne me vois pas faire un podcast où je vous répète encore une fois mes avis de lecture sur YouTube. Moi, quand j'écoute des podcasts, c'est généralement plus pour me former sur certains sujets, pour apprendre des choses. Et du coup, je voudrais faire un podcast qui soit plus centré sur l'entrepreneuriat littéraire. Mais pour le moment, je ne me sens pas assez légitime pour le faire. Donc j'attends encore un peu, mais ça va arriver, je pense, en 2024. C'est un de mes objectifs de 2024, lancer mon podcast littéraire et vous parler un petit peu de cet envers du décor qui a l'air de grandement vous intéresser au vu des questions que vous m'avez posées dans cette FAQ. Maintenant, vous ne m'avez pas posé uniquement des questions sur les réseaux sociaux en eux-mêmes, quoique il en reste une dernière. Qu'est-ce qui manque à Booksta selon moi? Écoutez, je pense que c'est assez complet en soi, on y voit beaucoup de choses, peut-être un peu plus de diversité sur d'autres genres littéraires. Honnêtement, je suis persuadée qu'il y a des comptes qui sont spécialisés dans d'autres genres, mais vu que j'ai de la chance de lire ce qui est le plus commun sur Booksta, globalement je me retrouve plutôt bien dans ce qui est proposé, mais je sais qu'il n'y a pas forcément toujours de mise en avant d'autres genres et de diversité pour d'autres personnes qui voudraient lire autre chose que de la romantasy young adult, new adult, qui est clairement le genre que l'on retrouve partout sur les réseaux sociaux et qui a un peu envahi les étalages de librairies. On va pas mentir, c'est quand même devenu très populaire grâce à tout ça. En fait, maintenant j'aimerais bien aussi qu'il y ait une chose qui soit un peu plus présente sur Booksta, c'est la bienveillance qu'il y avait au départ, il y a 3 ans quand j'ai commencé Booksta, mais surtout de la part aussi des abonnés. Oui, je le dis jamais, mais en fait je me suis rendu compte d'une chose, quand je vous partage des avis négatifs, j'ai beaucoup de retours, merci pour ton honnêteté, ta sincérité, etc. Merci beaucoup, je suis bien contente d'avoir ces retours là, je suis extrêmement enchantée de voir que quand je vous partage un avis négatif ou mitigé,
rédigez, vous le réceptionnez tel qu'il est en étant mon propre opinion et que ça peut vous aider aussi dans vos choix. Maintenant, quand je vous partage un avis positif, que j'ai un coup de cœur pour un livre, même si c'est un service de presse et que je ne l'ai pas acheté, et même si c'est une collaboration rémunérée et du coup que je suis payée pour vous parler du livre, ça ne veut pas dire que je ne suis pas honnête. Franchement, faut quand même retenir une chose, la plupart des créateurs de contenu sont sincères, honnêtes dans ce qu'ils partagent. Il n'y aurait aucun intérêt d'aller parler de livres que l'on n'aime pas et de dire qu'on les adore, et de toute façon, si ces personnes les ont pas aimés et vous disent le contraire, probablement que vous allez le voir à des kilomètres parce que ça se ressent. En fait, j'aimerais juste que ce soit plus acceptable que l'on ait tous des avis différents et que quelqu'un ait pu adorer un livre que nous-mêmes on a détesté et que ce soit totalement normal. En fait, on a tous des avis différents et c'est pas un problème, c'est même génial que cette personne l'ait adoré alors que ça ne l'a pas fait avec nous. Et au contraire, c'est pas parce qu'on a adoré un livre qu'il va forcément plaire à tout le monde. Du coup, j'aimerais juste qu'on accepte un peu mieux les avis de chacun et qu'on ne remette pas forcément toujours en cause l'honnêteté des créateurs de contenu quand ils parlent d'un livre qu'ils ont adoré à partir du moment où ils ne l'ont pas payé. Parce que franchement, si je devais vous dire que j'ai des coups de cœur pour tous les livres que je reçois, vous le remarquerez tout de suite et en fait vous suivrez même plus mon contenu parce qu'il ne perdrait complètement en saveur et en sincérité. Maintenant, c'est normal que pour beaucoup les livres que l'on reçoit soient d'excellente lecture parce que on les choisit avec précision et quand on connaît bien nos goûts, eh bien on a plus de chances de tomber juste, tout simplement. Ensuite, on me demande quel est ton meilleur souvenir lié aux réseaux sociaux et en vrai c'est difficile de n'en choisir qu'un seul. Ça peut être des moments où j'ai rencontré physiquement certaines d'entre vous, c'est aussi toutes les amitiés que j'ai pu créer sur les réseaux sociaux, c'est aussi de manière générale votre soutien constant et sans faille qui me permet aujourd'hui de vivre de tout ce que je fais et franchement merci du fond du cœur, ça me touche tellement, vous pouvez pas savoir à quel point je suis reconnaissante pour ça. C'est aussi la reconnaissance de maisons d'édition ou de marques que j'affectionne tout particulièrement et que j'utilise depuis très longtemps, qui sont venus me contacter pour me proposer que l'on travaille ensemble. Franchement c'est tellement fou, je trouve ça complètement dingue et bref c'est un peu tout ça et je suis sûre qu'il y aura encore plein de belles choses. C'est vous rencontrer en vrai, vous rencontrer sur les salons. Au moment où je filme cette vidéo, le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil n'a pas encore eu lieu, mais j'espère vous rencontrer beaucoup là-bas. Je serai aussi à la Rare de Paris, du coup en avril 2024. Bref, j'ai prévu quelques petits moments pour vous rencontrer. C'est aussi des moments d'échange particuliers quand je peux me rendre aux événements littéraires auxquels je suis très souvent invitée, mais auxquels je ne peux malheureusement pas toujours me rendre. Vraiment, c'est toujours formidable, c'est rencontrer les auteurs, les autrices dont j'affectionne le travail, pouvoir échanger avec elles sur leurs livres, bref, c'est tout ça. Et puis c'est aussi pouvoir organiser des challenges littéraires et vous fédérer autour de certaines lectures, faire des lectures communes de manière assez fréquente aussi, où on va pouvoir partager la même expérience de lecture sur le même moment. Bref, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis tellement contente, tellement reconnaissante de tout ça. Merci du fond du cœur d'être toujours aussi présent et présente sur mes différents réseaux sociaux et de me soutenir dans tout ce que je peux entreprendre. Il est temps de parler de lecture et aussi de mon enfance puisqu'il y a des questions qui sont un peu liées à tout ça. Premièrement, on me demande quel est ton rêve quand t'étais gamine. J'avais pas vraiment de rêve, j'ai jamais été quelqu'un qui me projette énormément dans l'avenir. J'ai toujours eu du mal à savoir qu'est-ce que j'allais faire l'année d'après, 10 ans après, etc. Pour moi, c'est des questions qui sont impossibles à répondre parce que je ne me projette pas du tout. Déjà, savoir ce que je fais en une année, c'est énorme. Mais du coup, mon rêve quand j'étais gamine, je me souviens quand même que en termes de métier, je voulais faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, ou même ce vers quoi je me suis orientée dans mes études. Je voulais tenir un restaurant et j'avais bien en tête que je voulais offrir le café à la fin parce que je trouvais ça assez aberrant en fait de payer son café après avoir payé tout ton repas. Je sais pas pourquoi, ça m'avait choquée quand j'étais enfant et en fait c'était un truc qui m'avait bien marqué. Mais écoutez, franchement, je suis pas sûre que ce soit un rêve très intéressant. Clairement, j'ai jamais été vers la restauration ou quoi que ce soit puisqu'en fait... Techniquement, je suis chimiste, j'ai un doctorat en chimie, donc clairement des études qui n'ont absolument rien à voir avec tout ça. Et finalement, maintenant, je suis créatrice de contenu littéraire et je tiens une boutique en ligne de papeterie et de bougies. Autant dire que ça n'a encore rien à voir. Quoique, les bougies, ça a quand même beaucoup de liens avec la chimie. Il y a beaucoup de points communs et il y a beaucoup de choses que je maîtrise grâce à la chimie qui me sont extrêmement utiles pour les bougies. On me demande aussi quelle était ma lecture chouchou lorsque j'étais enfant et je vous l'ai peut-être déjà dit dans d'autres FAQ. Enfin bref, ça me dit quelque chose et je crois en avoir déjà parlé, mais clairement j'étais une adepte des Père Castor. Franchement, j'aimais trop ça. Les contes de Grimm aussi, c'était les livres que je lisais énormément quand j'étais enfant et j'avais aussi une énorme collection de Max et Lily, je crois que je les avais pas tous, mais
très souvent quand je pouvais, en avoir un ou deux, j'étais bien contente parce que j'adorais ça aussi. Et pour le coup, c'est des petites BD qui apportent vraiment beaucoup et qui aident à éduquer en fait les enfants sur plein de sujets de la vie. Bref, je trouve ça super chouette et vraiment j'adorais ces lectures. Et les Pères Castor, j'avais un recueil en fait de plein d'histoires Pères Castor avec à chaque fois la durée en fait de lecture estimée pour chaque coup. Je lisais ça aussi à mon petit frère après quand j'ai grandi et que c'était un petit peu moins divertissant pour moi de les lire pour moi-même. Je lui faisais la lecture, vraiment pépite et incontournable. Foncez acheter des Pères Castor si vous avez des histoires à raconter à des enfants. Franchement, c'est trop bien. Et les deux dernières questions sont un peu des teasers de vidéos que je vais vous faire dans le cadre des Bookmas, puisqu'on me demande quelle est ma meilleure lecture de 2023 à ce jour et quelles sont mes romances préférées. Et autant vous dire que j'ai prévu de vous faire des vidéos complètes à ces sujets-là dans le cadre des Bookmas, mais je vais quand même vous donner quelques titres. À ce jour, ma meilleure lecture de 2023, c'est La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein, publiée aux éditions Corrigan. On est ici sur une romantasy dans laquelle on a surtout un univers de fantasy qui est développé, où on va suivre Fallon qui est mi-humaine et mi-faée. Du coup, elle a pas vraiment de place dans cette société où seulement les faées ont réellement un rôle à jouer là-dedans, et elle se retrouve en fait à chercher sa place coûte que coûte, jusqu'au jour où on lui assigne une mission: libérer des corbeaux faits de fer et d'obsidienne, qu'elle seule peut libérer puisqu'elle a un lien particulier avec les animaux, mais surtout Fallon est immunisée au fer et à l'obsidienne, et en fait ça va être pour elle, si elle réussit cette mission, l'opportunité de monter enfin sur un trône et de devenir reine. C'est pas tant qu'elle veut régner, mais elle veut pouvoir faire valoir ses idées et en quelque sorte les imposer, puisqu'elle veut faire en sorte qu'il y ait plus d'équité dans le monde et que les humains et mi-humains soient aussi reconnus que des faées, en fait, qu'ils aient tous les mêmes droits tout simplement. Bref, c'était génial, une romantasy que j'ai adorée. La romance n'est pas du tout au centre de l'histoire, mais apporte vraiment quelque chose dans la résolution du scénario. Côté univers, créatures, personnages, etc., c'est super intéressant et c'était captivant à lire, je vous la recommande vivement. Et pour ce qui est de mes romances préférées, j'en ai sélectionné 3, mais c'était très dur d'en choisir aussi peu. Franchement, des romances que j'aime énormément. Il y a tout d'abord Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, publié aux éditions Hugo New Romance, une histoire de reconstruction, une histoire d'acceptation de soi, une histoire de développement des personnages. Franchement, c'est juste génial. Attention, il y a plusieurs trigger warnings dans cette histoire autour des addictions et autour des troubles du comportement alimentaire, mais vraiment une belle pépite à découvrir. Il y a également Lovers de Florissé. La couverture est dégueulasse, mais franchement, l'histoire, c'est une pépite. On est sur une réécriture de Roméo et Juliette en quelque sorte, qui se passe à Londres. C'est aussi une romance MM dans laquelle on va suivre deux personnages qui vont devoir accepter certaines choses et en fait qui vont surtout devoir faire face aux limites qu'on leur impose leur famille. Bref, c'est très beau, c'est dur aussi parfois et franchement une histoire que je vous recommande vivement si vous recherchez une new romance assez poignante aussi. Attention ici, trigger warnings aussi sur les addictions, mais vraiment une belle pépite où on va suivre des personnages qui évoluent grandement et qui apprennent à s'accepter et qui vont montrer aussi à leur famille que être gay ou ne pas se sentir capable d'assumer tous les responsabilités de l'entreprise familiale, et bien ce sont pas non plus de mauvaises choses pour autant. Et ensuite toute la saga Styx Riders de Calypso Cadelin, publiée aux éditions Hugo dans leur collection poche mais aussi en grand format. Bref, une saga que j'aime énormément, une belle pépite dont je vous parle très souvent. On va retrouver une romance dans chaque tome. Celui que j'ai le moins aimé c'était le tome 5, mais vraiment j'ai eu un coup de cœur pour les tomes 2 et 4 qui étaient vraiment de belles pépites. C'est une histoire dans laquelle on va suivre des personnages qui sont dans un club de bikers, donc des Styx Riders, et en même temps on a beaucoup d'allusions à la mythologie grecque. Du coup c'est super intéressant, il y a de belles valeurs à travers cette histoire, en particulier autour de la famille de cœur, celle que l'on se choisit, est vraiment trop chouette et je vous recommande vivement cette saga si jamais elle vous intéresse bien évidemment. Voilà donc pour cette vidéo, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais de très gros bisous et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!